parole aux partenaires pour qu'ils nous présentent quelques points les aménagements qu'ils ont eu à mettre en place et puis parler également des défis. Et puis, donc, ça leur permettra justement de répondre à la question que tu viens de poser. C'est bon? Mais s'il n'y a pas de questions, on va passer à la seconde partie et puis Nabila va... Alain, excuse-moi, c'est Lorraine. Oui, vas-y, Lorraine. On a mentionné les meilleures pratiques parce qu'il y a très aux nouveaux clients. Pour l'enseignement de la langue, Link ou Click, c'est la version française, au tout début, quand nous avons fait la transition, on s'est rendu compte rapidement qu'il fallait faire une transition en ligne. Il y avait quelques personnes sur la liste d'attente qu'on a pu accueillir comme nouveaux clients dans nos classes parce qu'il y avait 2 ou 3 places qui nous restaient à Hamilton, par exemple. En général, au collège, on s'est efforcé de vraiment rendre un appui technique à tous les étudiants qui n'ont pas nécessairement la facilité de suivre la formation langagière en ligne. Alors, ça s'est produit, je pense, à cause de beaucoup de dévouement de la part des enseignants qui ont vraiment voulu faire une transition et ne pas laisser tomber les étudiants qui avaient toujours le désir de continuer à apprendre la langue. OK. Merci Lorraine pour le partage. Donc, comme je le disais tantôt, on aura tout un bloc de temps pour justement permettre à l'ensemble des participants de partager les nouvelles pratiques et puis les défis auxquels ils ont été confrontés. Nabila, si tu peux passer le deuxième sondage qui va un peu plus en détail au niveau de qu'est-ce qui a été mis en place concrètement pour desservir non seulement les clients sur la base de services individuels et puis également les activités de groupe. Voilà. Vous avez 2 questions. OK. Alors, pendant que vous répondez, je pense qu'il y a une série de questions qui sont posées via le chat. Il y a Nadia qui demande, elle avait des frais de Zoom. Dans ses frais et son agent questionne son choix de ce logiciel. Alors, Nadia aimerait savoir s'il n'y a que le réseau qui est autorisé à utiliser Zoom ou si tous les participants, notamment les fournisseurs de services, peuvent utiliser Zoom. Yves, oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une question que l'équipe de Lara et moi, on regarde. Donc, je pense que Janice est déjà investi dans cette question-là parce que je sais qu'en formation linguistique, on utilise de façon informelle Zoom déjà, vu que la facilité du logiciel. Moi, je pense qu'il y a certainement une ouverture des RCC d'utiliser cette plateforme-là, mais c'est les questions des renseignements personnels et de valider l'identité des clients qui nous préoccupent actuellement. Donc, on essaie de voir là, comment on pourrait faire ce processus-là de façon sécuritaire. Alors, il y aura peut-être des variantes là-dedans, mais je ne sais pas si Janice, tu vas ajouter là-dessus. Non, je pense que c'est exactement ça que j'allais dire aussi. C'est juste le processus de garder les documents les informations confidentielles et aussi de pouvoir s'assurer qu'on a le client approprié. OK, parfait. Merci Yves, merci Janice. Nabila, tu peux revenir sur les réponses à ce sondage-là? OK. Avez-vous mis en place un programme de rencontre individuelle, donc essentiellement par téléphone, environ 70%, vidéoconférence 54%. Est-ce qu'ils ont trouvé des alternatives pour les activités de groupe? Oui, à travers des ateliers virtuels, près de 65%, et puis les webinaires à 50%. Donc ici aussi, je dirais satisfaction en termes de nouveaux moyens. Donc on voit les téléphones et puis les webinaires qui sont utilisés, webinaires et puis ateliers virtuels.
comme moyen de rejoindre la clientèle, aussi bien de façon individuelle que de façon collective. Peut-être un de nos partenaires pourrait répondre à la question de Yves, qui pose la question de savoir comment est-ce que les fournisseurs de services valident l'éligibilité des nouveaux clients dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre maintenant? Sinon, ce serait peut-être un peu plus tard. Bonaventure, Yves, j'ai dit Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un élément de réponse là-dessus? Sinon, on poursuit. Est-ce que je pourrais... Je ne veux pas trop parler, Alain, je m'excuse. Vas-y, non, c'est correct. Merci. Non, simplement pour dire... Lorraine, et puis ensuite, Bonaventure va intervenir. Oui, Lorraine, vas-y. Les centres d'évaluation sont fermés. Puis, on sait qu'il n'y a aucune évaluation pour la formation linguistique qui a lieu pour cette raison. Alors, les clients qui attendent d'aller faire une formation linguistique et qui n'ont pas été évalués ne peuvent pas le faire. C'est exact, Lorraine. En fait, je travaille avec justement le YMCA de Toronto et d'autres joueurs pour essayer d'activer des services d'évaluation linguistique en ligne. Donc, on a déjà des solutions qui existent avec le CRBPT Remote et puis d'autres, le clic, l'évaluation clic, là, BTC, BTR. Donc, on est en train de travailler sur des solutions. Donc, on espère pouvoir réouvrir les services d'évaluation linguistique bientôt. Mais je serais curieux de savoir, au-delà de la formation linguistique, dans les autres services, comment faites-vous l'agilité? Avec Bonaventure, et puis peut-être Jean-Pierre veut intervenir aussi. Oui, Bonaventure. Et comment on fait pour avoir l'éligibilité des clients à distance? Au niveau de la champ de santé, si un client appelle, par exemple, à la réception, ou un client vient à la réception, par exemple, là, c'est le document d'immigration, à l'accueil central, on fait des photocopies et on envoie ça à l'intervenant par courriel ou par téléphone. C'est ce qu'on fait. De cette façon-là, les clients vont être contactés par l'intervenant. C'est de cette façon-là qu'on fait. Merci. Jean-Pierre, tu voulais intervenir? Oui, alors nous, de notre côté, ça se fait des deux façons, dans le fond. Nous, le centre est fermé depuis le 13 mars, donc tout le personnel travaille en télétravail. Ils ont tous un ordinateur portable, un cellulaire, et on a 2 plateformes maintenant qu'on utilise, sinon 3. Alors, on utilise Zoom, on utilise également BlueJeans, de même que Skype. Donc, il y a des entrevues qui se font également face à face. Là où il y a un petit décalage, cependant, puis je voulais en parler un petit peu plus tard, j'y reviendrai sans doute, c'est que j'aimerais quand même que on puisse avoir des rencontres virtuelles avec également nos partenaires, comme par exemple Collège Boréal, pour échanger un peu justement sur les meilleures pratiques et sur la façon de procéder, de façon à ce qu'on puisse arrimer, si on veut, nos façons de faire entre fournisseurs de services. On a un certain mandat, Collège en a un autre, mais ensemble, je pense que en se parlant, on pourrait arriver à quelque chose d'un peu plus complet. Excellent. Merci Jean-Pierre. C'est sûr que j'imagine qu'on va pouvoir l'adresser parce que je ne veux pas anticiper, mais l'une des prochaines étapes après cette rencontre, c'est d'avoir des rencontres au niveau de nos différents comités, donc dans chacune des régions, et voir concrètement en termes de collaboration et en termes de justement partage de meilleures pratiques, comment est-ce qu'on fait pour arrimer justement l'ensemble des interventions. Avant de poursuivre, il y a une autre question qui est rentrée de la part de Jean-Françoise Moué de la Maison. Comme nouveau programme financé, les négociations ont été arrêtées alors que nous avons essayé de soumettre des informations demandées à temps, qui veut dire la mi-février. Alors, Jeanne, si je comprends bien, ça veut dire que vos négociations ont été interrompues depuis la mi-février. C'est bien ça? Tu peux toujours compléter de façon vocale, sinon Janice ou Yves vont peut-être intervenir là-dessus. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, les négociations ont été arrêtées, je pense que c'était début mars. Et je n'ai pas entendu parler jusqu'à la semaine dernière de notre superviseur de programme.
Alors, pour nous, on est en stand-by en attendant que ça reprenne. Okay. Donc, j'ai pas pu répondre au sondage dans le cas du financement éventuel de IRCC, mais bon, nous, on continue à fonctionner, étant une maison d'hébergement, on continue à fonctionner 24 heures sur 24. OK, parfait. Merci, John. OK, je vous avais parlé d'un gros bloc de temps qui est de parler un peu des changements et puis de tout ce qui est comme défi et nouvelles pratiques gagnantes depuis l'éclosion de cette pandémie. Et nous allons, avant d'aborder ce point-là, je vais demander à Nabila d'administrer notre troisième sondage qui donne justement un aperçu de quelques-uns des défis avant de donner la parole aux participants. Nabila? Excusez-moi, j'ai des difficultés techniques. C'est bon, je l'ai. Voilà. Troisième sondage, quels sont les plus grands défis causés par le COVID-19 à votre organisme? On vous donne un choix de réponse. Et puis, quels sont les impacts majeurs actuels ou à venir sur l'organisation? Pendant ce temps, pendant que vous répondez à ces questions, je vais demander à ceux de nos partenaires fournisseurs de services financés par IRCC, à qui nous avions déjà envoyé un courriel dans ce sens-là, de se préparer. L'objectif ici, c'est de partager votre expérience, votre pratique au niveau des 3 points essentiels. Il y a un troisième qu'on a ajouté. Il s'agit de présenter 1 ou 2 défis auxquels vous êtes confrontés suite à la situation actuelle. De partager également avec nous les mesures que vous avez prises pour surmonter ces défis-là, même si vous avez répondu un peu à travers le sondage. Et puis, surtout durant la période actuelle, est-ce qu'il y a eu de nouvelles demandes de la part de la clientèle? Et quand je dis nouvelles demandes, ce n'est pas des demandes d'offres, ça peut être des demandes de services, mais c'est également peut-être des demandes que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, ou des demandes qui sont liées à des besoins émergents suite à la situation. Je vous donne l'exemple, un de nos partenaires de aide, notamment qui s'occupe des services pré-arrivés, disait qu'avant que le COVID, qu'on mette en place l'ensemble des mesures, il y avait quelques clients qui étaient entrés récemment et qui étaient encore en train de chercher un nouvel appartement ou s'établir. Et lorsqu'il y a eu donc le confinement, difficile donc d'aller chercher une maison, ils sont tout nouveaux, les questions d'épicerie, ils ont de la difficulté avec. Donc, alors c'est un peu comme ce genre de besoin, j'ai envie de dire, qui, même si ça existait auparavant, mais ça a été exacerbé du fait de la situation actuelle. Alors donc, bref, Nabila, les réponses rapidement au sondage et puis ensuite on va laisser la parole à nos participants. Voilà. Donc, pour la première question, quels sont les plus grands défis causés par le COVID-19 à votre organisme? Donc, 77% disaient livraison du service à la clientèle. OK. Pour la deuxième question, quels sont les impacts majeurs actuels et à venir de la crise actuelle sur votre organisme? Donc, la majorité, 82%, ont répondu baisse d'activité. OK. Ben, j'imagine que nos collègues vont sûrement détailler un peu ces réponses-là à travers la brève présentation qu'ils vont faire maintenant. Alors, et puis, je vais commencer, sans ordre précis, là, je vais commencer par, tiens, Jean-Pierre, puisqu'il est en ligne, au niveau du CCFLR, du Carrefour communautaire francophone de London. Tu veux savoir quoi? Voici, Jean-Pierre, un peu un rappel. Ce que je demandais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a quand même un organisme qui offre divers services et il y a certains services qui sont complètement arrêtés. Donc, on a dû mettre à pied une 50aine de personnes. Et ça n'a pas été vraiment facile. Alors, tous les services avant et après l'école ont été arrêtés, ce qui a nécessité la mise à pied, bon, comme je disais, d'une 50aine de personnes. Là où on a été quand même privilégié, c'est de pouvoir avoir l'appui d'IRCC pour continuer à offrir nos services en immigration, les travailleurs en établissement dans les écoles, les connexions communautaires, etc.
comme je disais tout à l'heure, on s'est porté acquéreur de 2 ou 3 plateformes et ça fonctionne bien. Nos travailleurs en établissement dans les écoles sont en contact avec la clientèle. Ils offrent des ateliers virtuels. Il y a beaucoup de contacts téléphoniques également qui se font. Donc, à ce niveau-là, c'est différent comme livraison, mais ça continue. Et effectivement, on a des nouveaux clients qui nous arrivent avec des nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est le confinement, bien sûr. La façon également de pouvoir accéder à de l'information. Alors, on essaie de les appuyer du mieux qu'on peut à ce niveau-là. De ce côté-là, ça fonctionne, je dirais, relativement bien. Ce qui est assez encourageant, c'est que les équipes, les travailleurs, les travailleuses en établissement sont engagés. Ils continuent à contacter les gens. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. Le reste est mis, bien sûr, pour l'instant, en veilleuse. Alors, il y a certains bailleurs de fonds qui nous ont demandé de mettre certains financements en veilleuse. Et là, on vient d'apprendre avec le gouvernement de l'Ontario qu'on va reporter encore de 28 jours l'état d'urgence. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve vers la 3e semaine de mai, tout en ne sachant pas, justement, si, par exemple, les écoles vont reprendre. Nous, notre travail, il se fait aussi beaucoup dans les écoles, avec les directions d'école. Et on continue d'avoir des échanges avec les directions d'école. Je vois les courriels passer et ça continue à ce niveau-là. Il y a des besoins qui nous sont référés par les directions d'école qui, ces directions-là, reçoivent également des messages de la part de leurs clients. Alors, je dirais que c'est un peu l'état de la situation à l'heure actuelle au CCFL. OK, merci. Merci Jean-Pierre. Je vais continuer avec Didier. Je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il est en ligne. Didier? Allô, Didier? OK. Sinon, j'enchaîne avec Bonaventure du Centre communautaire de Hamilton-Niagara. Allô, Bona? Oh, OK. Oui, Alain, je suis là maintenant. OK. Bonjour, Didier. Bonjour. Okay. Oui, les 3 mêmes questions, comme précédemment posées à Jean-Pierre. Il y a ou 2 défis auxquels vous êtes confrontés? Les mesures que vous avez mises en place, et puis est-ce que vous avez reçu des demandes particulières de la part de la clientèle? Oui, en effet, on a fait un peu un miroir de ce que Jean-Pierre expliquait vis-à-vis du contact avec la clientèle, contact avec les directions d'école. Les conseils scolaires nous ont contactés aussi pour voir de quelle façon on pouvait mieux arrimer nos efforts collectifs et nos ont été demandés d'assister les écoles à la distribution des Chrome et notebooks qui sont distribués en ce moment dans notre région. Et ils l'ont fait de bonne volonté, sans même demander permission à leur directeur général. Ils ont juste pris l'initiative de le faire sur demande, ce qui est super parce qu'on leur donne énormément d'autonomie, comment réaliser leurs travaux et comment trouver des solutions aux problématiques nombreuses que l'on remarque de ces temps-ci. Le défi est vraiment au point de vue du fait que beaucoup de nos clients sont démunis économiquement, n'ont pas accès soit aux matériaux tels que des computers laptops ou n'ont pas l'Internet. Ou dans le cas des enfants où on trouve que possiblement il y a un ordi pour une famille qui a plusieurs enfants et donc c'est un accès qui est très difficile à gérer pour la famille. Une chose que l'on remarque aussi, c'est l'angoisse et l'anxiété qui existent dans la communauté, surtout les nouveaux arrivants inalphabétiques, des gens qui ne lisent ni écrivent ni le français ni l'anglais, qui n'ont pas les moyens économiques et donc n'ont pas les ordis et l'Internet. Et s'ils l'avaient de toute façon à la maison, ils ne savent pas comment l'utiliser. Puis ce n'est pas évident de le faire par téléphone avec le client de façon directe. Et ça, c'est un défi qu'à date, on a pu plus ou moins voir, à trouver une solution. Parfois, ça veut dire que le travailleur en établissement doit faire le travail pour la personne à distance. Ça se fait. C'est un peu délicat, mais ça se fait. Ça prend du temps. L'anxiété et l'angoisse qui existent dans la communauté au point de vue de leur manque de revenus, de ne pas savoir comment aller chercher les aides qui sont disponibles,
Les transports publics à Windsor ne sont pas opératifs et donc ces gens ne peuvent même pas prendre l'autobus pour se rendre à un lieu qui peut les appuyer, soit que ce soit une banque alimentaire ou que ce soit autre chose. Il y a aussi, bien sûr, l'angoisse vis-à-vis de le COVID lui-même. Les gens n'ont pas toute l'information qu'ils devraient avoir. Alors, on essaie de les éduquer autant que l'on peut sur les réalités et les mythes, sur où aller chercher ce genre de services et ce genre d'informations. Et jusqu'à date, ça va assez bien. Nos employés eux-mêmes ressentent cette angoisse au quotidien, non seulement dans leur milieu familial, mais écoutez, ils entendent des histoires qui sont quand même assez émouvantes et pénibles, et ils vivent avec ça au quotidien avec plusieurs de leurs clients. Et l'autre jour, on a eu une vidéoconférence de l'équipe, puis une de mes travailleuses en établissement a commencé à pleurer en plein milieu de la réunion. C'est ce genre de choses que l'on vit, on essaie de gérer ça le mieux possible. Au sujet des activités du centre d'orientation des adolescents, là aussi, on remarque beaucoup d'angoisse de la part des jeunes, beaucoup de manque d'informations parce qu'ils ne sont pas au niveau de maturité de vraiment s'inquiéter de l'ampleur du problème et d'aller chercher cette information validée là où elle est disponible. Mais on essaie de rester en contact avec eux par l'utilisation des médias sociaux. Ça marche super bien. Puis je dois dire que Marie-Ève et son équipe au Centre d'orientation des adolescents font un travail incroyable et de rester, maintenir ce contact humain avec ces jeunes au quotidien, toutes les semaines, depuis le commencement du confinement. On leur trouve des activités à faire qui sont faciles à fournir comme information pour qu'ils prennent l'initiative de passer leur temps à faire ce genre d'activité. On s'assure qu'au niveau académique, on leur donne toute l'aide possible pour qu'ils aient ce tutorat, ce mentorat, qu'ils accèdent aux ressources qui sont disponibles et mises disponibles par les conseils scolaires. Et on a au quotidien 30 à 40 contacts directs avec nos adolescents tous les jours. Et ça, c'est vraiment un chiffre impressionnant d'avoir ce nombre quotidiennement de façon continue. Ça marche assez bien. OK. Merci. Vis-à-vis de la gestion de l'entente, etc., tout ça, c'est de l'administration. Puis à ce niveau-là, le ministère nous est réassuré de leur appui et donc on continue. Excellent, excellent. Merci. Je me suis de t'avoir interrompu, Didier, 2-3 minutes, parce qu'évidemment, on a pas mal de personnes en ligne. Tu as mentionné un point, c'est sûr qu'on veille à assurer autant que faire se peut des services de qualité dans le contexte actuel à la clientèle, mais tu as soulevé un point qui est comment est-ce qu'on prend soin également du personnel. Alors, je pense qu'en petit comité, au niveau des comités locaux en immigration, ce seront des discussions qu'il va falloir qu'on poursuive pour voir. On sait qu'il y a pas mal de webinaires qui se donnent actuellement, mais également, on sait qu'il y a des partenaires qui ont des ressources, notamment des travailleurs sociaux ou notamment des conseillers en santé mentale avec toute une approche. Donc, il va falloir qu'on identifie ensemble, en groupe, là, comment est-ce qu'on est capable de trouver des ressources pour justement outiller le personnel et prendre également soin d'eux, surtout pour du monde qui travaille désormais à distance dans une situation de confinement. Bonaventure, 1-2 minutes pour toi également. Merci beaucoup, Alain. Centre de santé communautaire, comme vous le savez, nous couvrons un grand territoire. Haut-Niagara, c'est un grand territoire, comprenant les villes de Welland, Sainte-Catherine, Fort-Erie, c'est un grand territoire. Alors, nous avons mis en place le télétravail, comme les autres agences l'ont fait. Télétravail où on fait un check-in chaque matin. C'est-à-dire à 9 h, tout le monde se plaque dans les Zooms. On se voit tout le monde, on se dit bonjour, on s'encourage, on fait la journée de la journée et on commence la journée. Durant la journée, on peut avoir des rencontres individuelles entre nous, les employés. Alors, côté travail, côté orientation, les employés font des suivis avec les clients au téléphone ou par courriel, et ça se passe très bien. Au niveau connexion communautaire, on fait des appels amicaux, c'est-à-dire on les appelle pour savoir comment ils vont, comment va la famille, comment ils passent ces temps des confinements, ainsi de suite. Au niveau des TE dans les écoles, les TE font des suivis avec les parents, par téléphone également, et puis également donc du soutien par rapport à l'apprentissage en ligne. Également, on a mis en place cette semaine, je pense jeudi, nous allons avoir une première rencontre virtuelle avec les clients dans les Zoom, où on va parler des effets de la COVID-19. Et jusqu'à date, on me fait dire ce matin qu'il y a déjà 47 personnes qui sont déjà inscrites en ligne.
Alors, quand on demande particulier, les défis particuliers que nous avons, comment faire face à l'isolement des clients? Ils se sentent isolés. C'est une première de se retrouver dans une situation pareille. Et puis, vraiment, les méfaits du confinement. Les gens commencent à vraiment déprimer. Et nos services de counseling essaient de donner l'aide à cette clientèle-là qui est dans le besoin. Également, on essaie de les divertir par des cinémas débats, par exemple. On va leur envoyer un lien pour un film et dans 3-4 jours, on va faire un ciné-débat pour discuter du contenu de ce film. Alors, Alain, tu as bien souligné, les soutiens aux employés est très important. Oui, c'est vrai, il y a des différents webinaires qui circulent à chaque semaine et j'encourage les employés au moins une fois par semaine de prendre un webinaire par rapport à leur domaine de prestations de services, comme l'orientation, les connaissances communautaires ou les TEE, ils sont branchés. Dernièrement, ce matin, j'ai parlé avec ma coordinatrice dans les écoles et les conseils des parents. Quand on parle aux parents également, on va chercher un webinaire de parler avec ces parents-là dans les écoles pour voir comment ils se sentent, comment ils se débrouillent par rapport à ce confinement. Et cet échange-là va nous aider à mieux les desservir. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un du Centre francophone de Toronto? Je pense avoir vu Aïssa ou Oreille. Alain? Oui. Oui, il y a Marie-Pierre aussi qui a partagé via le chat un des défis. OK. Qui dit bâtir la programmation pour qu'elle soit offerte en ligne, logistique entourant la livraison des ateliers. Ceci prend du temps. OK, OK. Donc, c'est un peu comme trouver des outils pour pouvoir bâtir le contenu pour tout ce qui se fait en ligne. C'est bien ça? Oui, je pense que c'est bien ça. OK, OK. Parfait. Je demandais s'il y avait quelqu'un du Centre francophone de Toronto. Moi, je suis là, Alain. Bonjour. Oreille et Françoise devaient aussi se joindre. Je ne sais pas si elles sont là. Elles sont au niveau opérationnel, je dirais que ce sont elles qui ont les meilleures connaissances, mais j'ai été en contact fréquent avec eux, donc je pourrais parler un petit peu au niveau du Centre francophone, ce qui se passe. Aïssa? Oui. Oui, Oreille est là. Je vais compléter quand tu finis. OK, d'accord. Alors, au niveau des services, pour nous, c'est à distance, le télétravail, comme pour tous les autres organismes. Pour les services de l'accueil à l'aéroport, les services sont suspendus pour l'instant. Et côté PIDEF, on donne des services à distance comme les autres organismes le font. On nous dit que du côté PIDEF, il y a beaucoup de parents qui sont un peu perdus, surtout avec l'impact du COVID sur le système d'éducation, l'éducation à distance en ligne. Donc, il y a beaucoup de parents qui demandent des conseils et un accompagnement et dont nos agents TE sont très occupés à les aider à distance, bien sûr. Au niveau des ateliers, je dois dire pour Pearson, on a fait une mise à pied de 2 agents à temps partiel. Les 4 agents à temps plein travaillent à distance. Ils font des suivis avec les clients qui ont été accueillis depuis le mois de janvier. Ils ont d'autres travail administratif aussi à faire. Ateliers, on commence à organiser des ateliers. On a beaucoup, comme les autres l'ont dit, beaucoup de personnes qui sont isolées et surtout les clients qui vivent dans la pauvreté, là, ceux qui dépendent de l'assistance sociale, qui sont eux aussi un peu perdus parce que le gouvernement a annoncé beaucoup de programmes d'aide aux personnes, notamment les fonds d'urgence, les fonds discrétionnaires qui sont disponibles pour ceux qui sont sur l'aide sociale et le DSP, mais les gens ne savent pas comment naviguer le système, ils ne savent pas comment faire pour accéder à ces fonds. Alors là, les services d'aide juridique, en collaboration avec les services d'établissement, vont organiser des ateliers en ligne pour pouvoir donner l'information nécessaire sur les programmes d'aide qui existent. Nous allons aussi organiser des ateliers sur le logement. Ceux qui sont des locataires peuvent ne pas savoir que durant le temps de la pandémie, il n'y a pas d'éviction et tout. On a beaucoup de clients qui vivent dans la pauvreté, qui ont besoin de bons. Alors, nos programmes socio-communautaires et les services de santé mentale au CFT travaillent avec nous pour que nous puissions référer ces clients à leur service pour qu'ils reçoivent des bons d'aliments.
C'est pas beaucoup, mais ça aide un peu. À côté service de santé mentale, ceux qui se sentent isolés, on fait des références. On continue à faire des références des clients à nos services de santé mentale. Côté des employés, on a le programme d'aide aux employés, donc on essaie d'appuyer nos employés autant que possible. On les encourage aussi à appeler la ligne du programme d'aide aux employés pour du counseling s'ils en ont besoin. On a essayé dans la mesure que possible de les outiller avec tout ce qu'il leur faut, côté téléphone, ordinateur et tout, pour qu'ils puissent continuer à offrir des services de la maison. Et on a des réunions virtuelles. Par exemple, la semaine dernière, on a eu la réunion de tous les employés en ligne pour qu'on puisse garder la ligne de communication ouverte, pour qu'on puisse continuer à offrir le support à tous nos employés. Et aussi, on a des réunions virtuelles localement au niveau des réunions d'équipe. Et bien sûr, la correspondance constante par courriel, ça continue. C'est tout pour moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Aurélie. Oui, tu as apparemment tout dit globalement. Juste au niveau des défis, je voulais juste ajouter que pour les clients, par exemple, l'ouverture des dossiers, on en a parlé tantôt, comment on prend les clients, quelles sont les méthodes. On deal avec le téléphone ou par courriel, mais le problème qu'on a recensé ici à ce niveau, c'est que les informations sont factuelles. On ne peut pas avoir souvent l'information de la cliente vérifiée ou du client. Ce que nous faisons est ce qui nous pose un problème de valider le client sur IEDEC des fois avec l'information erronée. On demande pour pallier à ça qu'on puisse de solution d'avoir la photo de la pièce d'identité du client, mais ce n'est pas toujours évident avec les clients qui n'ont pas les moyens informatiques pour faire ça. Un autre défi qu'on peut soulever à notre niveau, c'est que les T sont sollicités actuellement. Je pense que ça a été dit par Didier, que les T sont sollicités à cause des problèmes des parents qui veulent utiliser le système. Parce qu'ici, les conseils scolaires ont fourni des ordinateurs, du matériel informatique à des parents. Et il y en a qui savent l'utiliser, il y en a qui n'ont pas toute la compétence pour aider les enfants à faire les devoirs. Donc, les T sont sollicités à ce niveau. Et c'est très bien, mais ça demande plus d'ajustement au niveau des familles pour que nos T puissent les aider. Et puis, le dernier point que je voulais dire, c'est par rapport aux activités de groupe que nous faisons. Vous savez que les activités de groupe sont complètement arrêtées. On essaie de faire des activités virtuellement, mais comment les clients pourront assister à ces activités, c'est un défi parce que la plupart du temps, les clients n'ont pas aussi l'outil qu'il faut pour assister à ces activités. Et nous essayons de faire des tests nous-mêmes avec nos groupes Teams, Microsoft Teams, pour créer les conditions et pouvoir partager les documents avec ces clients. Donc, en gros, c'est ça. Mais j'avais une petite question que je voulais adresser à IRCC par rapport au financement, parce que nous avons un financement du provincial de Massy, de l'immigration au niveau de la province, qui se termine en 2021. Et si on ne voit pas de nouvelles relativement liées à ça, moi, j'avais la question à savoir, est-ce que pour la clientèle non admissible à IRCC, est-ce qu'on est en train de voir aussi quelles sont les possibilités qu'on pourrait avoir si jamais les financements de Massy, une fois, ne reviennent pas comme avant, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau avec IRCC? Merci. Merci. Yves ou Janice, je ne sais pas si vous voulez réagir rapidement. Oui, disons que, Janice pourra peut-être ajouter, mais effectivement, la question des clients non éligibles est une question qui nous est posée actuellement. Donc, je sais que c'était soulevé notamment lors du conseil d'établissement récemment. On travaille sur cette question-là. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise par le ministère. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Janice? Non, je vais te laisser la parole. OK, parfait. Merci Yves. Écoutez, on a le temps qui est, je suis désolé, le nombre est tel que, mais je vais tout de même permettre, alors est-ce que parmi les autres partenaires fournisseurs de services financés par IRCC, est-ce qu'il y a d'autres défis qui n'ont pas été mentionnés par les précédents, par les collègues,
ou d'autres nouvelles demandes de la part de la clientèle qui juste là n'ont pas été soulignées, vous pouvez intervenir alors là-dessus. Donc, c'est un peu un petit mémo. Je vais demander maintenant à nos amis du COFRD. François, s'il te plaît, non, tu pourras compléter en envoyant les éléments d'information par le chat, s'il te plaît, on va partager avec tout le monde. Okay. Donc, je vais demander à Chantal du COFRD s'il y a quelque chose qui n'a pas encore été mentionné, s'il te plaît, Chantal. OK, ben bonjour. Ce qui peut être un peu différent, c'est remplir les formulaires, qui est un peu un défi. Avant, les clients venaient au bureau, ça allait assez rapidement avec leur formulaire, mais maintenant, tout se fait par téléphone. Donc, ça peut être un appel téléphonique qui est assez long ou ça peut être plusieurs appels téléphoniques pour réussir à remplir le formulaire. Puis quand ça vient au centre d'emploi puis qu'ils ont besoin des signatures, ben là, on demande aux clients de nous faire parvenir un courriel disant que c'est vraiment lui qui a ouvert un dossier au centre d'emploi et pour que plus tard, ils puissent signer les formulaires quand on pourra avoir des rencontres en personne. Et c'est à peu près tout de surplus que les autres. OK. Merci, merci. On va laisser la parole aussi à ceux de nos partenaires, comme je l'ai dit tantôt, qui ne sont pas financés par IRCC, mais qui offrent également des services au niveau de la communauté. Je vais commencer par Lisa du Centre francophone de Hamilton. Je ne sais pas si Lisa est en ligne. Lisa? OK. Mais je vais continuer avec l'Afri, avec Nadia. Allô? Vous m'entendez? Oui. OK. Ben moi, j'ai texté un petit peu ce qui se passe puis les défis qu'on rencontre. C'est que ben, on était en train de négocier pour un local pour commencer à payer pour de la location à partir d'avril pour pouvoir rénover, emménager, acheter des bureaux, etc. pour être fonctionnel et accueillir des gens pour fin été. Alors là, tu sais, j'ai parlé avec mon agente, puis on essaye d'aller de l'avant pareil, mais tu sais, il y a encore plein de défis là où, tu sais, de retourner dans le local pour aller faire une visite, faire sûr que les rénaux sont bien faites. Est-ce que le propriétaire va réussir à embaucher quelqu'un pour rénover pendant qu'on est fermé? Parce que les gens qui font de la rénovation vont peut-être tous refuser les contrats pour l'instant. Je ne sais pas, là, tu sais. Si je veux commander des bureaux, la livraison, ça va se faire comment si moi, je ne peux pas me déplacer pour aller ouvrir la porte? Fait que tous ces défis-là peuvent engendrer des retards dans le paiement de certains frais qu'on avait. Et j'étais contente d'entendre, juste quand on a commencé, le fait que, Yves, tu disais qu'on pouvait peut-être faire une demande de dissocier les frais de programme des frais d'administration parce que nous, on continue à administrer, d'essayer d'aller de l'avant avec nos ententes, puis ça se peut, comme là, je sais déjà qu'au mois d'avril, j'ai pas de frais de location là, qui sort. Fait que ça, j'étais contente d'entendre ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point que ça va retarder tout ça. Pour l'instant, j'assume un mois en espérant qu'on ne soit pas confiné vitam aeternam pour l'été puis que je ne serai pas fonctionnelle par septembre. L'autre gros défi qu'on a, c'est l'embauche. Je l'ai mis un petit peu dans la conversation. C'est que là, j'ai reçu plein de CV. Moi, j'étais pour faire les embauches même il y a 2 semaines. Et là, on se dit, OK, c'est bien beau de faire une entrevue en ligne sur Zoom ou Skype ou peu importe, mais les défis sont que je dois fournir de l'équipement physique à cet employé-là. Je n'ai même pas encore acheté les ordis parce que je ne peux pas aller au magasin, puis commander en ligne, etc. C'est un peu plus compliqué. Et même si j'embauche puis que je dis à la personne, bon, je vais te former durant la période de confinement à distance, est-ce que, puis c'est un de mes plus gros défis dans la région de York, c'est est-ce que cette personne-là est vraiment consciente où est le bureau? Parce que ça m'arrive souvent quand les gens se déplacent pour venir à l'entrevue à Aurora, ils réalisent que c'est trop loin de chez eux puis ils ont trop d'autobus à prendre pour venir travailler et ils refusent les postes. Alors là, j'ai peur d'embaucher quelqu'un qui est bien voulante, que je vais passer tout l'été à former, puis que là arrive, juillet, août, septembre, puis qu'on ouvre les bureaux, puis que là, tout d'un coup, cette personne-là me dit « Non, mais en fin de compte, c'est trop loin, puis je vais changer de job. Okay. » C'est ma plus grosse crainte. OK. OK, merci Nadia. J'imagine que c'est une crainte qui est pas mal partagée. Dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on fait le processus d'embauche?
Je pense que si IRCC veut se prononcer là-dessus, mais moi, je pense que c'est d'y aller avec le gros bon sens. Et puis, le fait qu'on est complètement dans une situation inédite, on ne sait vraiment pas quand est-ce que le confinement va cesser, à quel moment est-ce que de façon progressive, le travail va reprendre de façon normale. Alors, dépendamment de la nature, de la tâche que le nouvel agent va accomplir, je pense que dans le processus d'embauche, ce sont des éléments de clarification qu'il faut apporter. Et faire preuve d'ingéniosité, malheureusement. Mais s'il y a des meilleures pratiques à travers le réseau, j'aimerais ça pouvoir avoir accès à une rencontre séparée ou quelque chose comme ça. Là. Bien sûr, on pourra toujours s'en parler, Nadia. Collège Boréal, là. Je sais que Lorraine avait déjà commencé. Jean-Marc, je sais que tu es en ligne. Je ne sais pas si Jérôme également, Jérôme ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour le Boréal en 1-2 minutes? Oui, c'est Jean-Marc, donc je vais prendre la parole pour Boréal. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Au niveau de Boréal, je dirais que bon, on a pu s'organiser et réagir assez rapidement. On est déjà bien outillé parce que dans la livraison des cours en post-secondaire, même de certains programmes, on travaille beaucoup en vidéoconférence. Donc, la transition, c'est surtout dans l'organisation du personnel. Les plus gros défis, c'est un peu les mêmes pour tout le monde, c'est joindre les clients. Mais au niveau interne, comme on a des plateformes avec des multiservices, c'est-à-dire l'emploi, l'établissement, l'éducation, donc au niveau de la communication avec la clientèle, qui est commune dans certains cas, ça s'est bien passé. Donc ça se met en place. Pour les cours, tout ce qui est langagé, au niveau d'IRCC, surtout sur les gros programmes, au niveau des langues, les cours ont pu redémarrer et puis on a pu remplir les classes avec des listes d'attente qui étaient existantes. Et puis certains clients qui étaient déjà aussi, qui connaissaient le service, qui ont pu, avec des références aussi. Au niveau de l'établissement, on a des références, bon, je parle de Mississauga, surtout au niveau les dernières références qu'on a eues, c'était avec l'aéroport, le projet. Donc, on a pu aider les quelques clients qui nous ont été référés. Sinon, il n'y a pas d'autres défis majeurs. Ça, comme on dirait, tout se passe bien en général. OK, parfait. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'on a quelqu'un de la SEO? Oui, bonjour. Il y a Férouz Touni ici, SEO. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Férouz. Alors, en 1-2 minutes, c'est quoi les défis et puis surtout, est-ce que vous avez de nouvelles demandes? Écoutez, merci Alain. Écoutez, je vais essayer de résumer. Moi, je suis basée à London, Ontario. Je suis agente de développement économique à la Société économique de l'Ontario. Mes collègues, mes homologues qui font le même travail que moi, on n'a pas été impactés. On a toujours pu et su travailler à distance, donc ce n'était pas tellement un changement pour nous. En revanche, pour mon équipe qui est subventionnée par IRCC, c'était un grand changement, mais au sein de l'équipe, on a essayé de sortir par des idées innovatrices, comme par exemple créer des webinaires. On a 3 webinaires par semaine à offrir aux nouveaux arrivants et aux francophones at large. Je sais que cette impasse, cette période a impacté beaucoup d'organismes, mais aussi ça coïncidait la fin de l'année fiscale. Donc, il y a beaucoup de programmes pour nous qui ont été, qui ont fini, qui n'ont pas été renouvelés. Donc, c'était un mauvais timing. Mais quand même, on essaye de se souder et de faire du rattrapage sur beaucoup de choses au sein de l'équipe. On a des rencontres hebdomadaires et on essaie de se complémenter tant qu'on peut. Merci. OK, parfait. Merci Férouz. Jeanne de la maison. Oui, alors nous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'a pas pu signer le contrat encore. Cependant, il y a eu des démarches au préalable justement pour trouver un local. Pour ce qui est des femmes, nous, ce qu'on constate à la maison d'hébergement, surtout, c'est la clientèle avec les mesures de confinement qui aura besoin de venir à la maison d'hébergement, mais qu'on ne peut pas accueillir.
mais avec lesquels on n'a pas nécessairement de lien non plus. C'est vraiment reloger les femmes. Et je parle des femmes de façon générale qui craignent pour leur vie, la vie de leurs enfants, mais c'est aussi pour les femmes, les familles nouvellement arrivées à Toronto ou dans les régions où le confinement exacerbe sûrement une dynamique de violence et qui demandent à entrer en maison d'hébergement, mais qu'on ne peut pas accueillir. Alors, c'est un défi qu'on a pour garder le lien parce que les appeler, ça les met en danger et obtenir les services en ligne à distance, ça pose un défi. Alors, c'est une population qu'on est supposé en principe servir, mais dont on n'a pas accès à cause de la dynamique de violence qui sévit dans la famille. Alors, c'est une réflexion que nous sommes en train de faire dans le réseau, comment accueillir, parce que la maison est en confinement. Il y a un bruit. La maison est en confinement présentement, donc on n'accueille pas nécessairement de nouvelles familles qui ne sont pas testées au niveau du Covid. Okay. Alors pour nous, il est difficile de garder ce lien-là et on craint pour... On a du mal à t'entendre, Jeanne, je ne sais pas si c'est ton micro. Bonaventure doit se mettre en mute. OK, une seconde. Qu'est-ce que c'est? Oui, vas-y, Jeanne. Alors, je disais que pour nous, c'est un défi. La réflexion, c'est de voir comment on acquérait de nouvelles femmes et les servir et les garder en lien et en nous assurant que ces familles-là ne sont pas vulnérables à la COVID parce que nos services à l'hébergement, tout le monde est en confinement. C'est un gros défi pour nous, servir de nouvelles femmes. Et je sais qu'il y a des appels des familles nouvellement arrivées, des femmes qui voudraient sortir des situations de violence. Alors, en gros, c'est ça. Mais pour tout ce qui est, je l'ai mentionné dans mon message et écrit tout à l'heure, on n'a pas fini la négociation. J'avais commencé les démarches, effectivement, comme je pense que c'est Nadia de l'Afrique qui l'a dit, trouver un lieu à l'extérieur et négocier un espace et l'achat. Mais étant donné, on m'a dit tant aussi longtemps qu'on n'a pas encore signé le contrat, je ne peux pas engager de fonds. Alors, même l'embauche du personnel pour ce programme-là, on a tout suspendu. OK, OK. Je veux juste revenir sur, on sait que évidemment toutes les clientèles sont à risque. On lit un peu partout et puis il y a également certains partenaires qui nous partagent qu'avec la situation actuelle, tout ce qui est violence et puis les femmes victimes de violence, le taux commence à pas mal augmenter. Alors tu me disais que c'est difficile de les desservir. Donc, à date, quand il y a une demande de service, comment est-ce que vous faites? Vous référez ou qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est un défi. Présentement, je manque une conférence justement du réseau des maisons d'hébergement à Toronto qui a cours au même moment que je suis ici. On est en train de travailler avec la ville de Toronto et le ministère des Services sociaux communautaires pour trouver des zones tampons pour mettre ces familles-là en quarantaine tout en assurant la sécurité, ce qui devient un défi. Il y a des familles qui sont plutôt logées à l'extérieur de Toronto pour les maisons d'hébergement qui les accueillent. Parce qu'à l'interne, il y en a qui ne suivent pas la distanciation sociale et ils ont des espaces pour mettre des nouvelles familles en quarantaine. Nous, à la maison, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas cet espace. On a quelques espaces disponibles, mais on ne peut pas mettre des familles en quarantaine. Alors, c'est ce travail que nous faisons avec le ministère, la ville de Toronto, pour trouver cette zone tampon, pour que les femmes puissent sortir des situations de violence. OK. Merci, Jeanne. Je sais que nos collègues du Refugee Sponsorship Training Program s'étaient inscrits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Non, malheureusement, ils ne sont pas là. OK, parfait. Bien, le temps file et puis on arrive dans le dernier quart d'heure de notre rencontre. Et cette dernière partie, vous l'avez compris, évidemment, 1h30, ça passe vite.
j'avais rappelé notre objectif en début de rencontre qui était de mettre la table, d'avoir une première discussion avec l'appui de IRCC qui apportait des éléments de clarification. Et donc, je me tourne à nouveau vers vous pour dire, justement dans le contexte actuel, et en attendant, bien sûr, que la situation de confinement cesse et qu'on retrouve le fonctionnement normal, aussi bien de nos organismes que la fourniture de services à la clientèle, quelles seraient les attentes particulières que vous avez, non seulement vis-à-vis du réseau, mais également vis-à-vis de IRCC, même si avant qu'on ait formulé la question, on ne savait pas que IRCC, justement, avait développé cette nouvelle ressource-là, qui est un nouveau courriel, où vous pourrez adresser vos questions et puis tout ce qu'il y a comme préoccupation. Et puis au niveau de l'Ontario, je pense qu'il y a Diane qui avait envoyé également, IRCC a envoyé tout un courriel à l'ensemble des fournisseurs de services et Janice l'a rappelé en disant que les agents de projet d'IRCC restent les premières personnes contact pour tout ce qui est lié et aux ententes et à vos préoccupations. Mais je voulais savoir s'il y a des attentes particulières vis-à-vis du réseau, tout en sachant qu'au sorti de la rencontre d'aujourd'hui, les agents de projet que sont Nabila, Jean-Claude, prendront contact avec chacun des comités locaux en immigration. Nous allons poursuivre la réflexion pour aller dans le sens que Jean-Pierre Quentin mentionnait tantôt, qui est de trouver au niveau local comment est-ce qu'on est capable de partager les meilleures pratiques. Comment se réinventer également. On sait que chaque comité local a un plan de travail. Comment est-ce qu'on le réajuste dans le contexte actuel? Donc, bref, est-ce qu'il y a des attentes particulières vis-à-vis du réseau et de IRCC pour le dernier quart d'heure, je dirais? Jeanne-Françoise, ici. Oui, Jeanne. De ce que j'ai entendu tout à l'heure, chaque organisme a trouvé une plateforme pour surtout la validation des identités. Serait-il pas possible de trouver une plateforme sécuritaire que le réseau pourrait, enfin, quand je dis le réseau, les organismes qui travaillent auprès des immigrants puissent utiliser, que ce soit en temps de Covid ou autre catastrophe qui pourrait arriver, pour sécuriser cette partie du travail-là? Est-ce que ce n'est pas un travail à amorcer, peut-être pas maintenant, mais peut-être que oui. Il y a d'autres plateformes qui fonctionnent de façon sécuritaire pour que ce soit uniforme, que des organismes n'aient pas à trouver des alternatives plus ou moins sécuritaires pour continuer à faire le travail à distance. Excellent. Merci, Jeanne. Et avant de continuer la réflexion ensemble, comme je l'ai dit au niveau des comités par rapport à cette question, Yves l'avait posé justement d'entrée de jeu. Alors Yves, je ne sais pas, est-ce que IRCC a une idée ou a quelques approches en termes de validation justement de l'admissibilité de la clientèle dans le contexte actuel? Je ne sais pas si Yves est encore avec nous. Oui, je suis toujours là. Disons que on réfléchit à cette question-là, notamment en formation linguistique au niveau de l'évaluation des clients pour Click et Link. Est-ce qu'il y a un protocole qui est en train d'être testé? Alors, je pense qu'on ne peut pas faire nécessairement de la reconnaissance visuelle de carte de résident permanent sur une plateforme comme Zoom ouverte à tous. Donc, il faut trouver une façon de le faire de façon intelligente. Donc, c'est un peu ça qui est proposé. Alors, est-ce que c'est un suivi téléphonique avec le client pour valider et prendre ces informations-là qui sont rentrées dans iCare par la suite? Donc, les gens aux opérations, Janice et compagnie, vont travailler là-dessus sur la meilleure façon de le faire. Je ne pense pas que j'ai la réponse n'étant pas un expert en TI, mais si vous avez des suggestions sur une plateforme qui est plus sécuritaire qu'une autre, IRCC, on est ouvert à trouver des solutions rapidement avec vous. Alors, si vous croyez que Skype est plus sécuritaire que Zoom, moi, je suis bien ouvert. Skype, on le connaît bien aussi. Certains m'ont dit que Skype était un peu moins stable comme plateforme dans certains cas pour donner certains services, mais peut-être que Skype serait dans le protocole de validation des clients, peut-être la bonne étape. Mais en même temps, les nouveaux arrivants qui sont déjà perdus ici, est-ce qu'on leur complique la vie en leur disant mais utilisez telle plateforme pour telle éligibilité, utilisez telle autre plateforme pour le service? On veut peut-être simplifier les choses, alors je suis ouvert à vos suggestions. Excellent. Merci Yves, c'est à explorer. Il y a Nadia qui nous dit que Zoom est sécuritaire si on fait des appels à un. Donc, si tu donnes le code de conférence
à un client, il sera le seul à pouvoir y accéder et Zoom est le plus simple pour l'instant ce qu'elle a vu. On poursuit la réflexion. Alain? Oui. Oui, j'aurais une question pour Yves. Yves ou bien pour Janet qui sont là avec nous. Est-ce que par rapport à la crise de COVID-19, par rapport aux indicateurs de IRCC, à partir du 1er avril, comment vous allez gérer ces indicateurs-là quand viendra le temps du rapport narratif? C'est une excellente question, puis je vais laisser Janice peut-être compléter, mais le ministère vous a donné un peu plus de flexibilité pour justement déposer vos rapports narratifs. Donc, vos rapports narratifs ne sont pas dus comme prévu là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on est bien conscient, évidemment, que vous êtes en période qui est une période difficile pour finir l'année qui vient de se terminer et continuer à donner une offre de service avec une diminution d'employés puis de capacité. Alors, il y a une directive qui s'en vient sur les PPR, les rapports narratifs. Maintenant, pour ce qui est des corriger des données, on est conscient que ça va créer un trou au niveau des données pour les mois de l'année. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse avec vous et avec le Conseil national d'établissement pour réfléchir, est-ce qu'on va se donner une façon de comptabiliser le nombre de clients puis les services rendus d'une façon différente. Puis peut-être, au lieu de regarder un rapport mensuel d'avril qui serait carrément incomplet ou un peu injuste, de regarder plus l'ensemble de l'œuvre sur l'année. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'on regarde ensemble dans mon équipe, puis avec les équipes qui s'occupent de la mesure des données. Mais pour plus de détails, il va falloir que je vous revienne parce que c'est des discussions qui sont en cours. Merci Yves. Merci. Merci Yves. En complément à la question qu'on avait posée tantôt par rapport à la validité ou au caractère sécuritaire des plateformes, il y a Serge Paul de l'AFO qui dit que l'AFO a fait une comparaison des différentes plateformes de vidéoconférence pour faciliter le choix des partenaires et je pense que l'AFO va sûrement partager ce tableau de comparaison entre les plateformes. Il y a deux petites questions qui m'avaient échappé, je m'en excuse. Je vous disais que parmi nous, on a également des membres des comités locaux en immigration qui ne sont pas fournisseurs de services. Notamment, on a un représentant de l'association des Congolais, je pense que de la région de Windsor, qui a peut-être une question ou un commentaire. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, Jacques, vas-y, en une minute. Merci beaucoup. En une minute, excusez-moi. Malheureusement, parfois, le RIF, je vais commencer par là, a tendance à nous oublier. C'est là où j'ai mis cette petite phrase-là. Excusez-moi là-dessus. Les communautés aussi fournissent des services et nous faisons un travail énorme au niveau de la communauté, surtout pour les nouveaux immigrants. Nous faisons un travail énorme. Vous avez posé la question des défis. Prenons par exemple le cas de défis culturels. Aujourd'hui, avec le confinement. Avant-hier, il y a 2 jours, il y a une famille qui est arrivée ici à Windsor en 2018, juste il y a une année et demie. Et cette famille a perdu un membre de leur. Et vous savez que le deuil dans la culture, je suis congolais, bien sûr, je suis président de la communauté congolaise à Windsor, mais dans la culture africaine, il y a cette chaleur humaine. Il y a cette façon-là que les gens se réunissent autour de la personne qui a perdu, autour de la famille éprouvée, pour apporter le soutien et pour apporter la présence physique. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Alors, nous, au niveau de la communauté, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contourné cela. Nous avons organisé une téléconférence par téléphone dont nous avons connecté tous les membres de la communauté ensemble afin que nous puissions quand même échanger, parler avec cette famille. Et cette famille a pu écouter au moins les voix des différents membres de la communauté et des différentes familles. Donc, on vous rendez compte que ce travail énorme que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement cela. Je suis aussi travailleur d'établissement dans les écoles à Windsor, dont Didier a déjà fait état des défis que nous rencontrons souvent. Mais il y a un défi énorme au niveau de nos membres de communauté qui, bien sûr, ne sont pas des clients de tel ou tel organisme qui sont arrivés ici et qui se retrouvent dans la communauté, parfois surtout des parents monoparentaux. Là où la femme est venue seule,
sans mari, avec 5, 6, 7 enfants. Alors là, c'est au niveau maintenant de la communauté de pouvoir les aider. Nous avons fait la distribution de Chrome, mais la femme ne connaît pas utiliser Chrome. Il y a le défi de cette connaissance d'utilisation de cet outil-là. Et cette femme n'est pas, ou cette famille n'est pas cliente à aucun organisme qui fournisse le service. Donc, cette famille se rabatte à la communauté. Et là, vous vous rendez compte que les défis aussi au niveau de nos communautés sont énormes, qui touchent bien sûr à ce que vous avez déjà expliqué et qui nous touchent aussi. Donc, je demanderai bien sûr à IRCC de voir cela si l'on pouvait faire quelque chose au niveau des communautés qui en souffrent aussi. Merci. Merci Jacques pour ta contribution. Et puis pour information, je pense que c'est en lien avec ces préoccupations qui vont d'ailleurs au-delà de la situation provoquée par le Covid-19 que depuis l'année dernière, le réseau a commencé des rencontres périodiques avec l'ensemble des associations ethnoculturelles qui font un excellent travail. On l'a dit, la littérature et puis l'expérience a démontré que souvent lorsque les familles immigrantes arrivent dans une région, le premier point de contact, c'est d'abord avec l'association des ressortissants de leur pays. Donc, l'objectif de ces rencontres-là que nous avons commencé depuis l'année dernière, c'est de voir comment est-ce que justement nos partenaires, comment est-ce que les associations ethnoculturelles peuvent devenir des partenaires dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants en termes de référence, mais également en offrant également un ensemble de services qui ne sont pas offerts par les fournisseurs. Alors, il y a un suivi qui va être fait avec vous dans les différentes régions. Et je pense que ces préoccupations, on va essayer autant que faire se peut de les prendre en compte. J'ai soulevé également un défi qui est de taille, et puis on le voit. Tout récemment, je suivais un reportage sur notamment nos frères et sœurs qui sont musulmans et qui ne peuvent plus faire les enterrements selon le rituel musulman. Avec mon équipe, on se disait que la situation de Covid-19, ça nous pose d'énormes challenges, d'énormes défis, mais également ça ouvre malheureusement ou heureusement des opportunités. C'est l'occasion ici là de se réinventer et puis de voir une nouvelle approche. Et dépendamment de la durée que va avoir la crise, je pense que vous l'avez déjà commencé au niveau des différents services, au niveau des associations. C'est comment est-ce qu'on se réinvente pour continuer d'offrir les services à la clientèle et le fameux principe qui avait guidé, j'ai envie de dire, l'ensemble de nos propositions à l'appel de proposition de IRCC, le fameux cœur, vous vous souvenez du concept, le client qui est au centre de l'ensemble de nos préoccupations. Mais je pense qu'à la faveur de cette crise actuelle-là, c'est comment est-ce qu'on, avec évidemment dans les limites de ce qui est permis par IRCC et de ce qui est permis également avec les mesures de sécurité de santé publique, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on continue d'offrir des services de qualité à cette clientèle-là. Écoutez, on arrive au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore… Est-ce que je peux faire un petit commentaire c'est Yasmine? Oui, 2 secondes pour finir sur une note positive un petit peu, parce que je sais que tout le monde vit des moments assez difficiles. Mais ce que je peux juste dire, moi, on n'est pas, je parle au nom du conseil scolaire Viamonde, on n'est pas des services directs, je veux dire, financés par IRCC, mais nous avons nos programmes PANA dans nos écoles, un peu partout dans les régions. Ce que je peux juste dire, et j'encourage tout le monde à le faire, c'est utiliser les services ou référer vos demandes aux services déjà existants dans nos écoles. Que ce soit les EED, nous avons des éducatrices spécialisées pour les cours PANA qui sont là. On est presque le seul conseil où on a mis des cours en ligne. Je sais que c'est très difficile, mais c'est des moments d'ajustement. Mais ce que je peux juste vous dire et vous encourager, les fournisseurs de services, utilisez les ressources déjà existantes dans nos écoles. On a des travailleurs sociaux qui sont en place, qui sont là pour répondre à vos inquiétudes. Nous avons les enseignants EED donc, et les agents de liaison communautaire donc, qui peuvent faire le pont entre les directions d'école et les élèves PANA. Donc, utilisez ça. Il y a toujours quelque chose de positif dans tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, vous n'êtes pas seul, mais je peux vous dire qu'il y a déjà de ressources en place. Utilisez-les. Excellent. Merci, Yasmine. Merci. Et puis, pour faire écho à ce que Yasmine disait, oui, il y a beaucoup de ressources qui sont développées. On sait qu'il y a beaucoup de webinaires